21 février prochain, les Nigériens iront aux urnes une seconde fois pour le compte de la présidentielle en lice, Mohamed Bazoum, candidat de la coalition au pouvoir, et Mahaman Ousmane qui défendra les couleurs de l'opposition. L'affiche qui avait été dévoilée au terme du premier tour par la CENI est donc confirmée. Dans sa sortie, la Cour constitutionnelle nigérienne a validé le duel pouvoir-opposition. Face à face donc entre d'un côté Mahaman Ousmane, ancien président, renversé par un coup d'État soutenu par de nombreux partis politiques d'opposition, dont le Modène Lumana de Hamamadou, et de l'autre l'ancien ministre d'État en charge de nombreux portefeuilles, Mohamed Bazoum, président du PNDS, le parti au pouvoir. Quelle lecture faire de cette opposition entre les deux candidats? Le second tour est-il indécis ou lequel des deux candidats a plus de chances de l'emporter? Quelle lecture faire du jeu des alliances qui s'annoncent? Les partis et candidats qui ne se sont pas encore prononcés le feront-ils? Et pour quelqu'un, Niger, confirmation du second tour entre Bazoum et Ousmane. Quelles issues possibles après le jeu des alliances? Un plateau du jour à chacun et à tous. Bonjour et bienvenue. À nos côtés, pour en parler, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Écrivain, vous êtes expert en communication politique. Face à vous, Ludel Lekossou, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Grand militant des droits de l'homme, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Lamine Sissé, en proclamant les résultats définitifs du premier tour donc, de cette élection présidentielle, la Cour constitutionnelle, on va dire, confirme donc le jeu qui s'était fait, on va voir, au terme donc de la proclamation des résultats provisoires par la CENI. Oui, évidemment, surprenant, puisque de nombreux recours ont fait cas des irrégularités. De quelles irrégularités parlez-vous? Sur le terrain, des PV qui ne tiennent pas compte de la route, des bourrages d'urnes et des zones qui étaient à insécurité totale. Et je crois que tous ces... Je n'ai pas vu dans les décisions rendues que la Cour constitutionnelle tienne compte. On a dit qu'ils ont rejeté les recours. Et je crois que pour aller vers la sincérité, n'est-ce pas, du deuxième tour, il faut tenir compte réellement de certaines, n'est-ce pas, des contraintes liées à l'organisation. Et je pense que, évidemment, la Sénat prendrait ses responsabilités pour pouvoir rectifier sur le terrain. Sinon, le juge constitutionnel qui devait pouvoir vérifier de fond en comble. Je vois qu'ici au Bénin, par exemple, quand il y a élection, la Cour constitutionnelle n'est pas présente dans tous les bureaux de vote pour confronter les PV. Je crois que ce soit l'opposition, que ce soit les membres du pouvoir, tout le monde avait fait un recours. Ce qui veut dire qu'il y a des irrégularités flagrantes. Nous avons vu des vidéos qui circulent. Si c'est des montages ou pas, on ne sait pas. Mais toute la classe politique est unanime que les élections n'étaient pas transparentes, malgré ces résultats de deuxième tour. Donc je crois qu'on attendait que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer par rapport à ça, mais c'est des rejets systématiques, ce qui n'est pas rassurant du tout. Alors, Ludel Lekossou, on avait 30 candidats au départ, aujourd'hui on en a 2. Est-ce que selon vous, le processus électoral qui quand même a fait quand même l'objet de nombreux recours de la part de plusieurs candidats notamment, est-ce que c'est un processus qu'il faut tout au moins saluer? Non, je crois qu'on doit saluer le Niger, parce que avec tout ce qui se passe dans l'espace CEDEAO, c'est le seul pays où le président, qui a été un ancien militant de la FIANF, a été vertueux et il n'a pas cherché à tripatouiller la Constitution pour chercher, réclamer un troisième mandat à l'instar de ses pairs de certaines zones géographiques qui ne sont pas très loin de lui. Bon. Donc, ça, c'est au moins, on en a félicité cela. Ensuite, au vu des premiers résultats, le candidat qui Ousmane, le président sortant, a proposé est nettement en tête.
il distance le candidat Mahaman Ousmane, de très loin. Il est à 16%, l'autre est à 39%, donc la distance est vraiment trop longue. Bon, aucune élection n'est propre. Si nous avons vu ce qui s'est passé aux États-Unis, où l'autre cherchait bec et ongle à disqualifier celui qui a réellement gagné, je parle de Trump et Biden, bon, et ça encore, ça se comprend. Nous avons là-bas les institutions fortes qui n'ont pas versé dans la diversion. Donc, et moi je crois que, bon, c'est l'Afrique qui donne cette image-là. Lorsque les gens vont à une compétition, c'est lorsqu'ils perdent, pour moi, c'est toujours des mauvais perdants. Parce qu'ils étaient là, ils étaient dans les salles, tout ça. Bon, alors si la Cour constitutionnelle a rejeté leur recours, ça veut dire que ce n'est pas des recours bien étayés, ça peut être des recours fantaisistes. Maintenant, il y a, à propos des alliances, il y a déjà des gens qui se déclarent. Tout à fait. Il y a le bureau politique national de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès, ANDP, Zaman Lahia, s'est réuni le 31 janvier et a appelé ses militants et sympathisants à voter pour le candidat du pouvoir. C'est pour cela que je dis que le jeu n'est pas définitif. Donc, les gens qui sont en quête de prébande doivent choisir le raccourci. Qui les arrange. Oui, parce que quand on voit déjà la distance, aujourd'hui, si on va au second tour, quels que soient les résultats, c'est le premier qui est premier. Donc, les jeux, les alliances, tout, pratiquement, l'opposition s'est retrouvée dans un creuset, ben, on a vu les résultats. À moins que, si les choses se passent normalement, moi j'ai l'intime conviction que le candidat choisi par le président sortant a toutes les chances de l'emporter. Alors, Lamine Cissé, on voit que le jeu des alliances pourrait quand même avoir son importance. On a vu le candidat du parti au pouvoir, Bazoum Mohamed, qui, au premier tour déjà, tablait sur le coup KO. Ça a été longtemps relayé dans les meetings. On sait que, visiblement, la coalition a beaucoup misé sur une victoire au premier tour. On a vu que cela n'a pas été le cas, mais 39% contre 16%. Est-ce que, selon vous, le jeu des alliances est déjà acquis? Non, c'est-à-dire que cette analyse politique, elle n'est pas correcte. C'est-à-dire que quand vous analysez dans un bloc de l'opposition et un pouvoir, il faut prendre les résultats globaux du bloc de l'opposition contre le résultat du pouvoir. C'est comme ça que ça s'analyse. Pour savoir est-ce qu'ils sont mis en ballottage ou pas. Toute l'opposition réunie fait plus de 53%. Bazoum n'a que 39%. Alors, si par exemple on réunissait toutes les voix de l'opposition, Bazoum, il est battu. Parce qu'en fait, c'est son homme et son peuple. Je donne l'exemple le plus clair. En 2000, le président Abdou Diouf, il est allé au deuxième tour avec 40%. Ça rapproche de 39%. 40% aux élections. Toute l'opposition s'est réunie, sauf le deuxième. Le troisième, du moins, Djiboka, qui avait 15%. Il a été appelé par le président Bongo, paix à son âme, pour lui dire avec Abdou Diouf. Mais quelle que soit leur gymnastique au deuxième tour, Abdou Diouf n'a augmenté que 2%, 41%. Il est tombé avec 41%. Ce qui veut dire que la vraie analyse politique est que le parti au pouvoir fait le trop plein au premier tour. Le deuxième tour, il n'a aucune chance. Il fait le trop plein au deuxième tour parce que d'abord, l'espoir qu'il suscite, il a la puissance publique, il a l'argent, il a tous les moyens, ils utilisent tout, les voies de fraude, tout, pour pouvoir passer, faire un coup KO.
Et c'est pourquoi l'émiettement des voix de l'opposition, c'est très important parce que chaque candidat vient puiser dans le réservoir. Dans son fief. Et quand on puise, on l'amène forcément au deuxième tour. Et quand il est parti au deuxième tour, alors les mentalités, la reconsidération des mentalités se pose. Ah, donc il est possible. Le changement est possible. Ce n'est pas favorable à Bazoum. Pas du tout. Alors donc, il faut aussi analyser le taux d'abstention. Ça fait 30% de taux d'abstention. C'est un réservoir très très puissant. Il faut voir, il y a plus de 400 000 bulletins nuls. OK? Donc, il y a un réservoir où l'opposition peut puiser mais le pouvoir a déjà fait le trop-plein. Alors maintenant, dans ce réservoir, il parle de l'alliance. Il y a un parti qui vient de faire l'alliance, c'est RPP, qui a fait l'alliance... non, RPP. Un autre. Zender. D'un autre parti. Zender. Mais la base est sortie pour dire jamais. Parce que dans ce jeu-là, c'est-à-dire qu'il y a de l'incohérence politique. Toute opposition qui va s'ajarder à dire « allez-y voter pour Bazoum », c'est-à-dire d'abord tu perds ta base, hein, et deuxièmement tu perds ta crédibilité. Parce que tu ne peux pas, premier, deuxième, troisième, quatrième, vous ne pouvez pas amener un candidat à la justice pour dire d'abord qu'il n'est pas nigérien. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a la corruption, la malgouvernance, il y a la violation des droits, etc. Et au deuxième tour, il ne devait même pas avoir une négociation au sein des bureaux politiques. Parce que c'est évident, c'est dans la cohérence, dans la logique, le soutien devait être massif à l'opposition. Parce que c'est le choix. Depuis combien d'années ils sont en train de parler? Maintenant, cette tergiversation, ça veut dire que nous avons des dirigeants politiques qui ne sont pas mus par l'intérêt supérieur de la nation, qui sont dans l'incohérence et dans le mensonge. Si ces gens-là prennent le pouvoir demain, ils vont se dédire. Tout ce qu'ils ont dit, les promesses qu'ils ont faites, ce seront des promesses fallacieuses. C'est dans ces moments où on doit être cohérent dans le choix que, n'est-ce pas, que le peuple doit constater. Parce qu'en général, ils pensent que le peuple, c'est du bétail, quoi. Il faut le diriger à gauche et à droite. Non, le peuple nigérien est suffisamment conscient du rôle fondamental qu'il doit jouer. C'est pourquoi moi je dis, Bazoum n'a aucune chance. Si les élections sont transparentes, quel que soit l'appel de l'opposition pour dire, mais c'est une incohérence notoire sur le terrain, ça veut dire que le peuple nigérien a les yeux ouverts. Et que les constats que j'ai faits sur les réservoirs d'abstention et puis les 400 000 ballotages qui sont là, bulletins nuls, etc., c'est lié à quoi? Et si la CENI revoit les incohérences, les irrégularités, je pense que le candidat Maman Ousmane a de fortes chances de passer. Alors, déjà, le fait que Maman Ousmane se soit qualifié pour le second tour était un peu surprenant. Est-ce que, selon vous, le soutien qu'il a pu avoir, notamment de la part du chef de file de l'opposition, Mamadou, a pu être décisif déjà? Non, je crois qu'il a fait un score minable. Et puis, bon, les gens regardent. Et en politique, il n'y a pas de mathématiques. Et il n'y a pas de vérité absolue. Moi, je pense que si le président sortant n'était pas honnête, on aurait pu falsifier les chiffres et dire que Bazoum a fait un coup KO. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et cette opposition-là dispersée, moi, je n'ai jamais pensé qu'à cette étape, il y aura encore des scissions parmi l'opposition. Ou des réticences. Oui. Donc, l'autre qui se dit aujourd'hui candidat, qui a réussi au second tour, a été déjà président une fois, les gens l'ont vu faire. Donc, il ne fera pas de miracle. Nous sommes en Afrique et les peuples se ressemblent. C'est toujours la même mentalité. L'analyse rationnelle que nous faisons sur ce plateau, ça n'engage que nous. Parce que lorsqu'on donne des consignes de vote,
C'est le Nigérien seul, dans ses urnes, face à sa conscience, qui vote pour qui il a confiance. Bon. Donc, il n'y a pas d'élection politique où, à la fin, le régime réalise tout. Les promesses n'engagent que ceux qui écoutent. Donc, on ne peut pas se baser sur les discours de campagne forcément pour faire un choix. Il faut que les gens soient sérieux. Les gens disent qu'il n'est pas nigérien, mais au moins il est africain. Ce n'est pas un blanc qu'on a amené pour voter, puisque malgré qu'on a décrété qu'il n'est pas nigérien, il a eu la part belle. Donc, il a une longueur d'avance sur le candidat. Et les gens voient ça. Les gens analysent. Quelles sont nos chances si nous suivons tel et quelles sont nos chances quand si nous suivons tel autre. Et c'est sur cette base-là que les gens vont décider en toute souveraineté. Encore que les consignes de vote, on a donné le cas du Sénégal. Si on a demandé à quelqu'un de soutenir un candidat là-bas et il n'a eu que 1% en plus, mais ça veut dire que les consignes de vote ne sont pas forcément suivies par les citoyens. En Guinée, Cellou Dalein Diallo était à 49%, il a perdu le second tour. Oh non, ça aussi. Ne parle pas de la Guinée. Après 6 mois. Ne parlons pas de la Guinée. Parce que ça a été une fraude géante. Et ça a continué. Donc, même si on n'a pas gagné les élections, on trouve les moyens. On vous a gagné. On a gagné, comment il s'appelle, à Diallo, a gagné. Au premier tour, il faut voir, l'écart était vraiment confortable pour que celui-là ne se déclare pour un candidat. Mais on a mis du temps pour organiser le second tour. Et le type a eu le temps certainement de corrompre les gens, parce que la corruption, on a beau dire, on combat la corruption c'est, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est le sport favori des politiciens en Afrique. Donc, moi, le Niger, ça va être un cas d'hypothèse. Nous verrons après le 21 février qui va avoir la palme. Alors, ça dit que non, il faut que je rectifie certaines choses. Parce qu'en fait, le fait moi, je ne félicite même pas Mamadou Youssoufou. Pourquoi? Mais il n'a respecté que la Constitution. Ici au Bénin, il y en a qui au ne Bénin, respectent pas. Nous sommes au Bénin quand même. Au Bénin. Depuis Kérékou, la transition ne s'est pas faite. Est-ce qu'on félicite le président parce qu'il a respecté la Constitution? Non. Quand même. Alors, moi, c'est-à-dire qu'il faut analyser. Le respect de la Constitution n'est pas une habitude au Niger. Non. Nous sommes au Bénin. C'est un pays en proie. Non. Des coups d'État, d'accord. Des coups d'État. Donc il faut féliciter. Non, féliciter quoi? Celui qui est parti. Moi, ce que je vois. Celui qui a accepté de partir. Non. Il y a des gens. C'est la Constitution qui lui a dit de partir. Le Guinée a aussi une Constitution. Mais je l'attaque. Mais je ne félicite pas celui qui respecte la Constitution. Je dis il a respecté la Constitution. Il faut que ce soit une norme. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'on arrête que ça soit extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire du tout. Au Bénin, ici, combien de transitions sont faites? Et le président, il arrive à son mandat, il s'en va. Et la passation se fait, on ne peut pas féliciter le président. Oui, tu as respecté la Constitution. Je dis, moi, j'analyse la gouvernance politique d'un homme. Mohamed Ousmane, sa gouvernance politique est chaotique. Elle n'est pas régulière, elle est... Amadou Youssoufou du moins. Elle n'est pas régulière, elle est entachée de violation des droits humains. Mais regardez, Mahama Amadou, qui a été séquestré, le militant le plus populaire du Niger. Mahama Amadou, ils le savent, s'il était candidat, il allait passer dès le premier tour. Parce que l'analyse que mon doyen est en train de faire, savoir qu'il a abordé. Comment dire, Aman Ousmane, personne ne l'attendait. Donc, Hama Amadou est allé là où il n'y a rien pour l'amener au premier tour. Au deuxième tour, il est allé là où il n'y a pas d'espoir. Ok?
C'est extrêmement important ces analyses-là. C'est des analyses beaucoup plus pointues. Il n'est pas aller chez un candidat où on a de l'espoir pour lui dire on coalise, non. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre est que vous avez dit, on a dit qu'il n'est pas, Bazoum n'est pas de nationalité. Ce n'est pas les Nigériens qui l'ont dit. C'est l'article 47 qui a dit de la Constitution. Pour être éligible, il faut être de père ou de mère nigérien d'origine. C'est important. Mais lui, il n'a pas pu prouver que voilà ma maman, voilà mon grand-père. Et il a fourni des certificats de nationalité qui sont douteuses et qui ont été l'objet de recours au niveau de la justice. Par la plupart des candidats. Non, cela a d'ailleurs vicié un peu l'ambiance. Très bien. Et ensuite, Ama Amadou a été éliminé à la base d'un code électoral qui a été monté de toutes pièces pour tout simplement l'éliminer, le victimiser, etc. Je crois qu'il faut faire des analyses beaucoup plus... Parce que la cohérence de l'analyse est que qui est Ama Amadou? C'est lui qui a été le faiseur de roi. C'est lui qui a mis au pouvoir Maman Youssoufou. Alors donc, ce monsieur-là a été martyrisé pendant plus de 8 années. Et ces militants sont mis en prison. Les organisations des droits de l'homme mises en prison. Quand vous voulez organiser des trucs, on vient, on vous mate. C'est ces baromètres-là qui m'intéressent, moi, dans la gouvernance politique. Il faut qu'il y ait de la démocratie et de la transparence. Et ensuite, l'opposition a dit qu'il n'a pas été associé dans la confection, c'est-à-dire en amont et en aval, dans l'enrôlement. Et ensuite, la carte d'identité biométrique, le code électoral a dit qu'il faut que ça soit biométrique. Ça n'a pas été biométrique. Ils ont dit, ils ont créé une carte d'identité nationale sécurisée, en violation du code. Mais tout cela là, je crois que c'est ça qu'il faut mettre dans le baromètre pour savoir. Quand ils disent, je n'ai rien contre le candidat Bazoum, parce que c'est pas moi qui ai dit qu'il n'est pas de nationalité. Je fais une analyse à la base de l'article 47. Les gens discutent à la base de l'article 47. Et comme ils ont discuté à la base du code qui a éliminé Ama Amadou en tant que candidat potentiel. Alors c'est à la base de ces analyses-là que j'ai dit, il y a une incohérence notoire au niveau de nos hommes politiques. Moi, je prends l'exemple du Niger pour dire, en Afrique d'une manière générale, c'est extrêmement dangereux. Vous dites au peuple, ce monsieur-là, il est mauvais. Ce monsieur-là, il n'est pas de notre pays, il n'est pas nigérien d'origine. Ce monsieur-là, ils ont mal gouverné. Parce que Bazoum est en train de dire la continuité. Il dit qu'il a vu Maman Ousmane qui a... Mais il a été l'objet d'un coup d'État. Et au moment où le Niger est dans une situation vraiment qui n'est pas bien. Aujourd'hui, le Niger bénéficie de certaines potentialités. Il y a de l'or, il y a le gaz, il y a etc. Le Niger, aujourd'hui, il y a de l'espoir parce qu'il y a des ressources minières, etc. Mais alors donc, il faut analyser selon les contextes. Celui qui dit la continuité, et vous vous dites cette continuité-là, c'est catastrophe pour le Niger. Amadou a échoué parce que le Niger, effectivement, en Afrique, c'est le pays, en termes d'indice de pauvreté, c'est le pays le plus pauvre. Hein? Les résultats sont là. Et vous dites que Bazoum qui prône la continuité, il est meilleur que Bazoum est meilleur que Maman Ousmane. Je dis le Kochou n'est pas le défenseur de Bazoum. Non, en fait, je suis en train de montrer mon opposition par rapport à ces analyses. Ok, sur le plateau, par rapport n'est-ce pas, au code qu'il est en train de donner à Bazoum. Bazoum dit qu'il est là pour la continuité, c'est pour continuer ce que son mentor est en train de faire pendant 10 ans, il va continuer. Les autres ont dit, on veut qu'il y ait une alternance, un changement. Dieu donné le Kousou a toujours été pour l'alternance au sommet de l'État. Je voudrais tout à fait que vous rassuriez. Oui, mais et toutes les récriminations faites contre Bazoum, la CENI, les gens ont été déboutés sur toute la ligne. Bon, donc on ne peut pas mettre dans le même sac Ama Amadou, à qui l'on reproche un délit réel, hein, et il a été condamné pas par la CENI, mais par un tribunal. Donc, c'est depuis là-bas qu'il a été condamné. Donc, mais les Nigériens, que l'on dise, on est dans la continuité, le président, il avait fait un premier mandat, et on lui a encore donné la voie. Même si les faiseurs de roi
sont toujours victimes de la gourmandise des politiciens, cela va de soi. Ça n'a rien à voir avec il est étranger, il a mal géré. Mais il a mal géré. Mais il y a des gens, je prends le cas de l'Angola. Quand Dos Santos a remis, l'autre a fait l'âne pour avoir le foin, dès qu'il est arrivé aux commandes, il a commencé par dégager les fils et les enfants de son mentor. Donc, vous voulez que celui qui t'a investi, qui t'a fait confiance, et tu vas commencer par le dénigrer, par dire il a fait la mauvaise gestion, moi quand je viens je vais changer les choses. Mais il a ce qu'il a dans le ventre. Il n'a pas géré directement le pouvoir. Parce que lorsqu'on dit on a mal géré, mais c'est depuis 10 ans. Les Nigériens auraient dû mettre fin à cette gestion chaotique qui a eu son prolongement pendant 10 ans. Et maintenant, on est dans la rupture. Et il fait confiance à celui peut-être qui peut protéger ses arrières. Et je crois que Ama Amadou seul, comme ce n'est pas lui-même qui est candidat, il peut donner des consignes et les gens peuvent ne pas respecter, ne pas suivre à la lettre ce qu'il dit. Donc, moi, si c'est l'opposition qui arrive, c'est pas du neuf aussi. Et l'autre aussi, s'il n'avait pas fait quelque chose, il ne serait pas déchu. Il a été éliminé et jeté par un coup d'État militaire, ce qui n'est plus souhaitable aujourd'hui. Mais les comportements des dirigeants partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, quand vous voyez des choses, ça peut susciter l'appétit des militaires. C'est ce qu'ils ont fait au Mali, non? Et on a dit, il faut un civil. Ils sont allés déshabiller un militaire retraité pour dire qu'il est civil. Et lui-même, il se met dans des boubous. Donc, vous voyez, il faut beaucoup faire attention. Dieudonné Lokossou, j'aimerais rester avec vous. La question identitaire a beaucoup envenimé le processus électoral, mais beaucoup estiment en fait que l'article 47 de la Constitution disqualifie en fait le candidat Bazoum Mohamed. Et ceux qui, à contrario, sont forcément pour l'opposition, estiment que si le code électoral élimine un candidat, notamment Hama Amadou, pourquoi est-ce que la Constitution ne devrait pas éliminer quelqu'un qui n'a pas pu prouver, qui n'aurait pas pu prouver, je prends les précautions d'usage, qu'il est nigérien d'origine. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne leur reproche pas les mêmes faits. Mais on a parlé du trafic d'enfants. Et ça là, c'est prouvé tout au moins, non? Donc, et il a été condamné pas en période électorale. Il a été condamné bien avant. Et c'est l'autre, celui qui est là aujourd'hui, qui l'a gracié. Donc, il ne peut pas se prévaloir, en griffe, du même droit que Bazoum. Donc, ceux qui ont déclaré que Bazoum est de nationalité douteuse, est-ce qu'ils ont amené réellement les preuves? Il ne s'agit pas seulement de dire l'article 44 a dit ci, a dit ça, pourquoi on n'a pas appliqué aux deux? Mais ce n'est pas les mêmes fautes. Alors, non, moi je crois que le doyen n'a pas compris. Le doyen n'a pas compris. Ils ont fait des recours, mais ils disent qu'ils sont incompétents. Au lieu de dire le droit de chercher où se trouve la vérité, la Cour constitutionnelle déclare son incompétence. Elle a dit. Ils sont incompétents. Ah mais c'est pas la première fois. Non, mais c'est pourquoi je dis, il ne faut pas donner du crédit à nos cours constitutionnels qui sont des cours constitutionnels taillés sur mesure et qui sont aux ordres des chefs d'État. Oui. C'est ça le problème, effectivement. Nos justices ne sont pas des justices honnêtes. C'est-à-dire que surtout quand il s'agit de la politique, parce qu'en fait, ils sont attachés à leur prébande, à leur luxe, à leurs conditions de vie, à leur intérêt, c'est tout. Et puis, ils ne pensent pas qu'un jour, on va les mettre sous la terre et ils vont rendre compte à Dieu de ce qu'ils sont en train de faire. C'est extrêmement important. Alors, quand vous me parlez de trafic d'enfants,
Non. Il n'y a aucune preuve. Trafic d'enfants, ils ont dit au Nigeria, il n'y a aucun plaignant. Il n'y a personne qui est venu pour dire... C'est vrai que le Nigeria n'a jamais porté plainte dans cette affaire. Que je suis... Non, mais attends, non, je voudrais... Par opposition... Non, par opposition, je suis en train de dire, celui qui a été depuis Séni Kounché, directeur de cabinet, qui a fait tous ces postes-là, qui a été pendant 10 ans Premier ministre, ils n'ont pas trouvé dans la gouvernance des failles, dans la gouvernance de cet homme d'État, des failles. Ce qui veut dire que cet homme d'État est redoutablement honnête dans la gouvernance. Alors c'est pourquoi ils sont allés en dehors de toute la gouvernance pendant toutes ces années-là. Puisqu'ils n'ont rien trouvé, tout est propre et nickel. Ils vont... Non, attention. J'ai dit, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, il a occupé des postes très importants et des postes juteux. Mais ils n'ont rien trouvé de faute. Avec les cours de contrôle de l'État, tout ça, là, ils sont allés chercher ailleurs pour l'incriminer ailleurs. Alors moi, c'est depuis lors, depuis 4 ans, je suis en train de dire que ce monsieur-là est victime. Je ne le connaissais pas. Il a fui. Non, mais il n'a pas fui. Ils l'ont mis en prison, ils ont voulu l'assassiner. Il a eu la possibilité d'aller se faire soigner. Vous faites des accusations graves. Non, je mets ça au conditionnel. Je mets ça au conditionnel. Il n'y a pas de preuve. Donc, mais quand il est malade, il est dans une situation, une évacuation sanitaire en prison, alors qu'avant d'entrer en prison, il n'avait rien. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'ici, en Afrique, l'opposant le plus redoutable, on t'élimine. Tout le monde s'est dit que monsieur là, ils sont en train de vouloir le tuer. Mais il est allé se soigner, il est resté à l'extérieur pendant des années. Ils n'ont jamais demandé une demande d'extradition parce que le dossier est vide. Il ne peut pas, l'État ne peut pas faire une demande d'extradition contre Amara. Il est d'ailleurs rentré librement. Il est rentré librement lors de la mort de sa maman et il est allé se rendre lui-même. Alors ce monsieur-là, un gentleman, quand on l'a éliminé, la Cour constitutionnelle, il est venu, son premier discours est de dire: ils m'ont éliminé, mais mon combat n'est pas moi. Il faut que je sois au pouvoir. Mon combat est de changer ce système de gouvernance qui est en train d'appauvrir et de détruire les fondamentaux de notre pays. Les belles paroles des politiciens. Mais non, lui, d'autres politiciens prennent des armes ou bien d'autres politiciens créent des tensions et des troubles. Mais il n'a incité nullement à la violence. Oui, mais c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. C'est pourquoi j'ai dit... C'est admirable de trouver ces hommes-là. Il a été plusieurs fois, pendant plus de 8 ans, victime. C'est le seul, on le traque partout parce que tout simplement. Alors quand il est rentré, est-ce que vous avez vu sa rentrée politique au Niger? Mais c'est pas possible. Il a pris le stade. Il ne donne pas de l'argent. C'est des gens qui viennent avec leur avoir. C'est quelqu'un qui est foncièrement populaire et qui... Ils savent qu'il va aux élections dès le premier tour, il prend le pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit ça fait mal. Ça fait mal de voir une compétence aussi dans un pays qu'on élimine, qu'on écarte. En l'écartant, on écarte une partie des populations. Alors, si une certaine opposition se bat avec ces gens-là pour dire, par principe, nous ne sommes pas d'accord de la manière dont le pays est gouverné pendant 10 ans. Nous ne sommes pas d'accord parce qu'il y a ça et ça et ça. Qui font même des recours contre le candidat du pouvoir. Et aujourd'hui, on va au deuxième tour. Un des opposants passe au premier tour qui prône les mêmes choses, le changement. Alors vous dites non, il faut qu'on aille voir notre base, on va discuter. C'est de l'incohérence politique. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'incohérence politique. Parce qu'il va de fait que vous devez soutenir l'opposition. Et je dis ici, vous allez voir, que ce soit Albadé ou Séni Oumarou, s'ils font l'erreur de soutenir le candidat du pouvoir en contradiction avec leur engagement et le principe, mais le peuple va leur montrer que nous ne sommes pas des moutons. Non, mais ce que moi je voudrais dire, on n'est pas venu ici pour défendre un candidat contre un autre. Mais si le type, il était citant, je suis d'accord avec tout ce que vous avez développé comme argument. Il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée. Bon, on ne lui a rien reproché. Il n'y a pas, en politique, il n'y a pas d'amis, il y a fait des intérêts. Ça, vous le savez bien. Donc, quelque part, vous vous rejoignez. Ce que je voudrais dire, si le type était populaire et il a donné les consignes, le candidat qu'il a soutenu ne serait pas à ce taux minable. Et ils n'ont pas contesté. Donc, quand on parle de fraude, de ceci ou cela, ben, c'est la CENI seule qui peut dire, voilà, il y a... Bon, donc, ils ont accepté. Et c'est une élection à haut risque.
ils veulent nager dans l'inconnu. Si déjà les leaders disent, alors qu'ils sont dans une alliance, ils ont dit, c'est le candidat, celui qui viendra de notre camp, qui sera le mieux classé, qui sera soutenu. Qui vont soutenir. Et maintenant, ils sont en train de rebiffer. Ils disent, bon, nous irons consulter la base. Mais c'est toujours ce que les gens disent. La base est où? Tous les partis qu'on a rassemblés ici. Il n'y a de base que les chefs de parti en Afrique. Oui, il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base. Donc, n'est-ce pas un discours, on va dire, ambivalent? Ce que Dieudonné Lokossou dit, moi, je le comprends parfaitement, en ce sens où vous êtes dans une coalition, notamment CAP 2021, si je ne m'abuse, vous dites, le mieux placé d'entre nous sera soutenu par les autres. Mais aujourd'hui, qu'il y a second tour, vous attendez encore, vous ne vous déclarez pas, vous dites prendre votre temps. On voit Albadé Abouba qui était... mais lui, il n'était pas dans la coalition. Il n'était pas dans la coalition, mais il a quand même pris ses distances avec le pouvoir en place. Absolument. Il a dénoncé un certain nombre de choses. Absolument. Il a présenté sa candidature. Aujourd'hui, il y a un pourcentage de Nigériens qui lui ont fait confiance au premier tour. Pour cela. Donc, n'est-ce pas aujourd'hui, on va dire, un jeu des plus dangereux, sinon des plus troubles, que de ne pas dire clairement où on est? Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, le candidat de l'opposition conserve ses chances intactes de gagner, pourquoi pas ce second tour-là, face à Bazoum, qui, il ne faut pas l'oublier, a plus d'1 million 700 ou 800 000 voix? C'est pas rien. Oui, d'accord. C'est ce que je suis en train de vouloir dire. Et que, il a dit un taux minable. C'est le taux de Lumana qu'il a transféré dans l'autre vase. Et puis, le RDR, il y a des militants aussi. Non, mais attends, quand même, c'est ce que je voudrais dire. J'ai dit, il est le premier. Il a une vingtaine de députés. Il a une vingtaine de députés à cette élection-là. Parce que les élections présidentielles étaient couplées à des législatives. Il a eu une vingtaine de députés. C'est le premier parti de l'opposition au Niger. Oui. C'est ça, c'est important. Mais vous savez, si son choix était porté sur un homme aussi populaire, on va dire qu'il a choisi la victoire dès le premier tour. Mais il a choisi, les critères de choix n'étaient pas cela. Donc c'est ce que je dis, on n'attendait pas Séni Oumarou, on n'attendait pas du moins Maman Ousmane à ce stade-là. C'est lui qui lui a amené au deuxième tour. C'est son aura. Maintenant, le deuxième tour est très différent du premier tour. Vous savez, le taux d'abstention, là, il y a des gens qui sont découragés, ils sont restés assis, ils ont dit, bon, c'est pas la peine de partir. Ces gens-là, ils ont déjà volé. Le chaos va passer. Oui, le chaos va passer. Parce que dans la conscience collective des gens, mais toute leur machine, vous savez, tout l'argent qui a été distribué dans ce pays-là, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'achat de conscience était très massif, visible sur le terrain. J'ai vu des gens qui distribuaient comme ça, là, comme ça. C'est impossible. Alors les gens ont dit, c'est fini. Mais alors quand ils sont allés au deuxième tour, ils ont dit, ah bon, donc c'est possible de changer. Donc c'est une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle élection. Il faut pas... C'est vrai que le premier tour n'ont pas... Non, ils n'ont pas... Regardez au Bénin. C'est une hypothèse. Regardez au Bénin. Non, c'est pas une hypothèse. C'est-à-dire c'est basé sur du concret et des résultats et les pratiques de terrain. C'est aléatoire. Regardez, ce que j'ai dit au Sénégal, on a pu renverser le gouvernement qu'en émiettant les voix et en se regroupant. Ici au Bénin, ça a été une leçon. Mais il y a eu, Talon est venu comment? Le premier a eu 35%, mais au deuxième tour, il a fait le trop plein dès le premier tour. Les autres sont réunis pour plus de 65%. Alors donc c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, il ne faut pas attendre le peuple nigérien. Il y a des gens qui ont leur carte, ils ne sont pas adhérés dans un parti politique. Oui, le peuple nigérien, ceux qui ne sont pas dans les partis politiques, sont plus nombreux que ceux qui sont dans le parti politique. La majorité silencieuse? Oui, la majorité silencieuse. J'ai dit qu'il y a 30% de taux d'abstention qui ne croyaient plus. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'y aurait plus d'abstention encore? Non, j'ai dit mes analyses... Gens... Non. Vous allez voir le terrain. Mes analyses politiques et la pratique me montre que le deuxième tour sera décisif parce que ceux qui étaient assis, qui pensaient que ce n'était pas possible, vont se lever maintenant pour dire c'est possible. Je vois ça sur le terrain. Il y a des gens qui quittent partout aux États-Unis, partout, qui disent qu'il faut que j'aille dans le pays, mais prêter main forte.
Il y a beaucoup de flux vers le Niger en ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils y croient. Alors donc, il faut pas, d'une façon mathématique, ouais, comme il a 1 million de voix en avance, mais moi je dis il a 39%. 39%, il serait très difficile pour lui de faire encore 2% si les élections sont transparentes. C'est ça la réalité. Et je suis convaincu, d'une manière convaincue, que l'opposition qui veut aller dans l'incohérence, parce que c'est le marchandage politique qui se pose, hein. Le marchandage politique, tu vas me donner combien? Et le peuple nigérien est en éveil pour ça. Hein? Vous allez me donner combien? Parce que ce n'est plus actuellement une prise de position cohérente par rapport à l'intérêt supérieur de la nation. Ils l'ont dit. Ils ont dit qu'il faut qu'il y ait changement. Mais pourquoi il faut qu'il y ait changement? Vous avez la possibilité de faire le changement et vous voulez verser dans la tergiversation. Oui, vous attendez qu'on vienne vous voir pour négocier et vous donner des milliards et ensuite vous promettre des postes sur la tête du peuple nigérien. Mais ça c'est pas toujours comme ça. Partout. Non, je suis en train de... C'est comme ça que ça se passe. Dans les pays, oui, c'est ça. Oui. Et donc, nous le dénonçons avec vigueur et qu'il faut que les populations ouvrent les yeux pour savoir quel est le choix qu'il faut faire, honnêtement. Parce que ça, c'est-à-dire que c'est inimaginable. Je ne peux pas comprendre que vous vous battez pour... Mais normalement, de fait, vous avez à regarder, à consulter quelle base. C'est de dire tout simplement, mais écoutez, ce que nous souhaitons, Dieu a fait, nous sommes allés au deuxième tour. Donc le candidat qui sort le meilleur, naturellement, on le soutient. C'est fini. Vous êtes cohérent avec vous-même. Vous êtes cohérent avec les communications que vous avez faites. Vous êtes cohérent pourquoi vous êtes en train de vous battre sur le terrain. Je peux vous dire oui. Vous attendez qu'on vienne vous négocier. L'autre vient, il rentre, l'autre sort. L'autre vient, il rentre, tu parles avec lui, l'autre sort. Vous laissez la communication, etc. Mais c'est pas sérieux. On ne respecte même pas le peuple nigérien. Et dans le Kossou, nous allons évoluer dans ce débat-là et parler, pourquoi pas, bilan. Parce que 10 ans durant, le régime du président Mamadou Issoufou a travaillé pour servir le Niger, servir les Nigériens. Il y a beaucoup, on va dire, de plaintes et de récriminations, beaucoup de procès, beaucoup de personnes qui ont peut-être eu maille à partie avec la justice. Est-ce que selon vous, le bilan de la gouvernance Issoufou est-ce que c'est un bilan qui peut être défendu? Mais est-ce que les gens se basent sur les bilans? Si ailleurs on dit on n'a pas besoin de bilan, il faut compter sur les hommes forts, mais ça peut être pareil. Donc les gens, en principe, le bilan doit rentrer dans... Mais et ce qui me fait mal, lorsqu'on parle du bilan, on attache ça à la personne du pouvoir. On ne sait pas que c'est l'argent public qui a fait ceci. Mais ça, ça me fait mal lorsqu'on va dire, on vous a donné de l'eau, hein, c'est telle personne, c'est son argent, il a mis la main dans les poches. Non. C'est l'argent du peuple. C'est les impôts collectés qui servent à faire les œuvres sociales. Donc ça là, on n'a même pas besoin de remercier quelqu'un. Lorsqu'on trace une voie en France, est-ce que quand Mitterrand ou Hollande veut faire, c'est moi qui vous ai fait cette voie-là, hein. Mais ici et ailleurs, c'est ce qui se dit, non? Donc moi, le problème de bilan, il faut faire beaucoup attention. Avec, parce que les gens trafiquent ça. Mais des partisans du système, c'est leur propagande, ça. C'est tel qui a fait ceci, hein, comme si l'État n'est pas une continuité. On n'est jamais venu au pouvoir et vu un État nu. Il y a toujours un fondement, il y a toujours quelque chose, et on continue. Donc, on ne peut pas continuer. Moi, personne ne peut venir me dire qu'on a tracé la voie, c'est elle qui a fait, hein. Mais ça, si il a tracé les voies, mais il ne nous a pas fait don. C'est l'argent public. C'est l'argent public. Donc, chacun doit savoir que l'impôt qu'il a payé est dedans. Donc, moi, aucun président ne peut se présenter devant moi pour dire, mais ceux qui font ça, c'est des gens qui ont... Ceux qui racontent ça, ceux qui supportent ça, c'est des gens qui ont fait. Et qui ne disent pas la vérité au peuple. Donc, le peuple est toujours manipulé. Et je crois que
il faut une prise de conscience collective pour dire non. Mais on fait un pont, on dit c'est tel. On construit une école. Quand vous êtes rivé sur la télévision ivoirienne les soirs, moi je vois, mais quand je vois des choses comme ça, j'entends des trucs, on démontre, on dit que c'est le président Ouattara qui vous a donné ça. Hein. Mais il a trouvé l'argent où? Des milliards. Et on dit que c'est lui. Non. Il faut qu'on démonte ce mythe-là. Et ça, c'est partout dans la sous-région. Voilà qui est clair. Alors, Lamine Cissé, notamment sur le plan de la gouvernance militaire, on va en parler rapidement si vous voulez. Le régime, à travers son actuel ministre de la Défense, a annoncé pour prochainement le recrutement d'au moins 5000 soldats supplémentaires pour étoffer l'effectif des forces armées. Pourquoi avoir attendu peut-être la fin du régime pour le faire? Non, peut-être que c'est dans un plan de campagne, peut-être. Je dis peut-être, mais le problème de la sécurité au Niger, vous savez, il y a un scandale qui est lié au fonds destiné à l'achat des armes et à l'équipement de l'armée. Et je ne connais pas le nombre, mais c'est des centaines de milliards. Et je crois que la justice a épinglé, mais je ne sais pas comment ils sont en train de gérer ça. Si bien qu'on a eu beaucoup de pertes au niveau des rangs, des troupes. Les terroristes venaient à des endroits inimaginables. Notamment des sites touristiques qui ont été pris d'assaut. Donc moi je pense que sur ce plan-là, Issoufou, le président sortant, a échoué lamentablement. Hein? Il a échoué puisque... J'espère au moins que vous avez des points positifs à sortir de sa gouvernance. Non, on ne peut pas être dans un pays et dire qu'il n'a rien fait du tout. Non. Non. C'est-à-dire qu'on est en train d'analyser... Moi, je suis en train d'analyser la gouvernance politique. Parce que pour moi, la gouvernance politique, si elle n'est pas transparente, elle n'est pas claire, cette gouvernance a un impact sur la gouvernance économique, bien sûr. Parce que le problème est que nos chefs d'État ne gouvernent pas dans la transparence et la reddition des comptes d'une façon régulière et transparente. C'est ça. C'est-à-dire que les marchés et tout, c'est entouré d'opacité. C'est pas l'apanage, c'est pas le fort seulement du Niger. Je parle de l'Afrique d'une manière générale. Alors, quand on analyse le cas du Niger, j'ai dit, Youssouf, il a fait un progrès quand même dans d'autres domaines. Il a construit des routes, il a fait, etc. C'est pas de cela que je parle. Un chef d'État ne peut pas se mettre dans un pays pendant 10 ans et dire qu'il n'a rien fait. Mais maintenant, tout le travail qu'il a fait doit avoir un impact sur les conditions de vie des populations. Est-ce que les Nigériens vivent mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans en arrière? Je dis non. Mais donc, où est tout cet argent-là qui a été investi? Est-ce que cela a un impact réellement sur les conditions? Est-ce que c'est la priorité dans l'investissement de ce gouvernement-là? C'est des questionnements qu'il faut se poser. Et le drame est que tu endosses seul la responsabilité, d'autant plus que dans ta gouvernance politique, tu fais une gouvernance politique solitaire. C'est-à-dire que tu écartes, au lieu de faire une gouvernance concertée dans la transparence, qui engage non seulement le Parlement, qu'un Parlement soit un Parlement libre, un Parlement qui contrôle l'action du gouvernement, et que l'opposition participe pleinement, n'est-ce pas, à apporter sa contribution dans la gouvernance. On ne voit pas ça. C'est-à-dire que soit vous êtes avec moi, ou vous êtes mes ennemis, je vous enferme, je vous prive, c'est moi qui gouverne, vous n'avez pas le droit de regarder ce que je fais. Mais le Niger a vécu dans ça pendant 10 ans. Alors, comment on peut dire que... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, un nouveau gouvernement qui viendra, s'ils sont remplacés, si ce pouvoir-là tombe, le nouveau gouvernement qui viendra dira, bon, je vais faire un audit. Moi, il faut que je vois clair dans ce qui se passe. Et c'est tout à fait normal. Et si ce gouvernement-là aussi verse dans la même façon de gouverner, ce qui veut dire que le Niger ne sortit pas dans l'onier. Donc, il faut que nos gouvernants comprennent que ce n'est pas une partie du peuple ou une partie des compétences qui doivent gouverner un pays. C'est tout un ensemble. Il faut créer une cohésion nationale autour. Surtout, la situation du Niger, l'insécurité au Niger est criarde. Et ce qui a fait que déjà, le Niger a été très vulnérable à un moment donné, puisque de l'intérieur, il y a une fragilité, parce qu'il n'y a pas une cohésion politique. Les hommes sont divisés. Il y a des luttes
d'intérêt, etc. À l'extérieur, il y a les djihadistes qui viennent, etc., etc. Donc c'est tout ça là que je suis en train de mettre sous le solde de Mohamed, de Youssouf, le président sortant, parce que il y a 10 ans, le discours qu'il avait tenu, il faut évaluer, il faut l'évaluer. C'est ça. Alors, le pays entend doubler l'effectif de l'armée, passer de 25 000 à 50 000 hommes. Une annonce qui a été faite en décembre dernier. Est-ce que selon vous, à la fin d'un mandat, à la fin du second et dernier mandat du président Issoufou, le candidat Bazoum a aussi accepté de porter ce projet-là. Est-ce que selon vous, doubler les effectifs, c'est suffisant pour résoudre le problème, notamment lié à l'insécurité et au terrorisme? Non, moi je crois qu'ils doivent faire un audit au niveau de l'armée. Et mesurer les forces et les faiblesses sur le terrain. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait pour estimer qu'il faudrait doubler l'effectif? Ça, je ne saurais le dire. Mais ce n'est pas le nombre qui compte. C'est l'efficacité, l'entraînement, les armes, la manipulation des armes. Parce que moi, je ne conçois pas que dans un pays indépendant, souverain, que des terroristes viennent faire la loi et ils assassinent les gens impunément, même des militaires, et ils s'en vont comme du poisson dans l'eau. Parfois 90, plus de 100 militaires tués en une fois. Si on fait le bilan de 10 ans, de 10 années de pouvoir, il doit y avoir quelque chose qui manque à l'appel. Parce que, comme l'a dit mon co-débatteur, il y a eu un scandale dans l'achat des armes au niveau du ministère de la Défense et ça a porté sur des milliards. Ce dossier-là n'a jamais été éclairé. Parce que, c'est ça que je dis, le mensonge politique l'emporte sur la vérité populaire. Parce que on ne peut pas gérer, si même on prend un seul volet. Parce que partout, en Afrique, c'est la corruption. On ne peut pas prendre comme un terme, on va lutter contre la corruption, et en 10 ans, le fléau n'a pas disparu. Donc, je crois que, bon, c'est un essai. 25 000 ou 50 000, bon, on les verra sur le terrain. Alors, la médecine, le mot de fin. Il faut mettre l'accent sur la formation, augmenter les capacités des militaires pour que tous ceux qui sont autour, que l'armée nigérienne puisse les remplacer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'étrangers sur le terrain et on a des actes d'accalmie, etc. Mon mot de fin, c'est juste pour dire que les yeux sont rivés sur la CENI et la Cour constitutionnelle qui ont le droit, n'est-ce pas, d'exprimer la volonté populaire, le suffrage du peuple, que le suffrage du peuple ne soit pas détourné au Niger et que les élections soient des élections sincèrement transparentes et que celui que le peuple va choisir gouverne à la destinée du peuple nigérien. C'est ce que nous attendons. C'est ce dont nous attendons, vraiment. Alors, dans le Kossou, je crois que les périodes électorales, surtout la présidentielle, c'est très sensible. Et on doit faire attention parce que c'est ça qui débouche toujours, si c'est mal géré, mal maîtrisé, c'est ça qui débouche sur les violences populaires. On tire avec des armes létales sur des gens, on tue les gens. Et ça aussi, ça fait partie du bilan. On verse le sang plutôt. Mais ça, il faut qu'on évite ça à tout prix. Donc, les élections doivent être des moments de joie, de fierté et je dirais même de réconciliation. Mais chercher forcément à tricher, parce que c'est ce que font ceux qui sont au pouvoir. Et comme lorsque leurs objectifs ne sont pas atteints pendant les 2 mandats, on essaie de tripatouiller
la Constitution. Mais ça ne se passera pas comme ça ici. Voilà qui est clair, vous êtes Dieudonné Lokossou, ancien secrétaire général de la CSA Bénin panafricaniste Grand-Bretagne et droits de l'homme. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Il était donc question du Niger et de la confirmation donc du second tour entre Bazoum Mohamed et Mahaman Ousmane, l'ancien chef d'État donc renversé par un putsch militaire, c'était en 96. Quelles issues pour les Jeux, quelles issues possibles après le jeu des alliances, j'y arrive enfin. C'était donc la question de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour l'autre numéro de votre émission Angle de vue, qui, vous le savez déjà, permet à nos panélistes, à nos invités, à des personnalités de premier plan d'opiner sur l'actualité en Afrique surtout, mais parfois aussi ailleurs et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour l'autre numéro de votre émission. If they want to get you, they'll get you.